Notre histoire commence en 1944 en Italie, alors en pleine Seconde Guerre mondiale. Précisément, elle va commencer au cœur de l'opération Shingle. Et c'est là que normalement constitué d'un cerveau, vous allez me demander ce qu'est l'opération Shingle. Et tout simplement, c'est une opération menée par les forces alliées, donc le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, sur le sud de l'Italie afin de pouvoir repousser les forces de l'Axe, donc l'Allemagne et l'Italie, pour pouvoir permettre plus facilement aux alliés de pouvoir libérer Rome de ces mêmes forces de l'Axe. L'opération durera un peu plus de 4 mois, elle va commencer le 22 janvier pour se terminer le 9 juin 1944. Et bien qu'elle fut au final une réussite, elle ne fut pas sans perte, on y compte plus de 10 000 morts et disparus, et parmi ces derniers se trouvait le lieutenant et enseignant Eric Fletcher Waters, qui laissera derrière lui une femme et un enfant qu'il ne connaîtra jamais. Mais pourquoi s'attarder spécialement sur lui quand on compte plusieurs dizaines de milliers de morts que cette guerre a engendré et qui ont probablement une histoire plus intéressante que la sienne? Et tout simplement parce que l'enfant qu'il laissera derrière lui, c'est pas n'importe qui. C'est donc sans figure paternelle que le jeune Roger Waters grandira, seul avec sa mère et son frère John. Il suit néanmoins ses études en se faisant remarquer dans des domaines tels que le sport et l'engagement politique, notamment en travaillant au sein de la campagne de désarmement nucléaire. Même si dans ses mots il dira détester chaque seconde passée dans son école. Mais ce qui va le booster évidemment c'est la musique. Bien qu'il participe à plusieurs petits groupes, c'est avec deux de ses camarades de cours, à savoir Nick Mason et Rick Wright, et son ami d'enfance Syd Barrett qu'il va former le groupe de Pink Floyd. Bien que cette formation va sortir un album The Piper at the Gate of Dawn sorti le 6 août 1967, considéré comme culte par beaucoup, elle ne tiendra pas longtemps puisque Syd Barrett, qui entre temps était devenu instable et toxicomane, fut remplacé par un guitariste plus solide, plus efficace, le grand, le seul et l'unique, David Gilmour. Et donc là, on a enfin la formation la plus connue du groupe. À partir de ce moment-là, ils vont tous les quatre se mettre à enchaîner les albums qui vont leur procurer une certaine notoriété dans le milieu musical jusqu'au 1er mars 1973, date à laquelle ils sortiront leur album le plus connu, le plus vendu et le plus important culturellement, Dark Side of the Moon. Et après le succès colossal de cet album, ils sortiront les moins impactants mais non moins qualitatifs Wish You Were Here en 1975 et Animals en 1977. À ce moment-là, le groupe est dans une période assez tendue puisque devant enchaîner les concerts pour pouvoir régler les dettes que leur avait posées la production de leurs anciens albums et certains autres investissements douteux. Donc bon, tant économiquement que moralement, la formation elle est pas dans sa meilleure période. Éprouvant aussi via leur relation avec le public puisque logiquement le succès de Dark Side leur a apporté un public plus gros mais moins discipliné qu'avant et qui n'a pas les mêmes attentes musicales vis-à-vis du groupe. Dans les mots de Gilmour, il voulait des tubes sur lesquels danser, pas réellement la soupe que le groupe sert d'habitude. Et c'est ce point de désaccord avec le public qui va créer plusieurs moments embarrassants durant leur concert. Et celui le plus connu et qui va pouvoir nous faire avancer est celui du stade olympique de Montréal le 6 juillet 1977 où Roger Waters, excédé du comportement d'un groupe de spectateurs au premier rang, cracha au visage de l'un d'entre eux. Et c'est cet incident qui va lui donner l'idée d'une mise en scène spéciale pour leur concert, une mise en place qui consistera en la présence d'un mur qui séparerait le groupe du public et qui leur permettrait donc de jouer en toute sérénité. Et de cette idée de mur va naître dans l'idée de Roger Waters, celle d'un nouvel album, The Wall. Pète la classe. Et c'est donc seul qu'il va composer et écrire la quasi-totalité des morceaux de l'album, mais cette fois-ci, il ne veut pas un simple album, il veut également un film et plusieurs dates de ce qui serait l'un des plus gros concerts du groupe. C'est après avoir présenté le concept aux autres membres du groupe qu'ils se virent tous obligés d'accepter au vu de leur situation financière qui était presque catastrophique, même si certains étaient plutôt réticents vis-à-vis du projet. L'enregistrement de l'album va se faire courant 1978-1979 et une chose à remarquer, c'est qu'il ne fut pas de tout repos, puisque des tensions vont s'accroître au sein du groupe et l'album The Wall est le dernier album qui est fait par cette formation puisque Rick Wright, alors en pleine période de divorce, se verra forcé de quitter la formation par Roger Waters. Mais bref, en 1979, l'album put finalement voir le jour, et s'il fut une réussite commerciale, c'est quand même un des albums les plus vendus de tous les temps quand même. La critique est de son côté un peu plus mitigée. C'est après 5 dates d'un concert bien trop coûteux pour durer qu'ils se penchèrent réellement sur l'idée du film. L'idée originale du film c'était de mêler scènes de concert, scènes mettant en vedette Roger Waters dans la peau du protagoniste, et des séquences animées par Gerald Scarfe qui était lui le graphiste attitré du groupe. Mais son idée n'étant pas forcément comprise par le label, la pré-production du film fut mise en pause pendant un bon bout de temps jusqu'à ce qu'Alan Parker, réalisateur des films à succès Fame et Midnight Express, se pencha sur le projet. En grand fan du groupe donc, il va contacter Roger Waters pour proposer ses services de producteur et développer cette idée de film, tandis que Gerald Scarfe lui serait à la réalisation. Les deux se mirent donc à travailler sur le projet pour enfin en obtenir une idée plus concevable aux yeux des investisseurs, et c'est Waters qui, bien qu'étranger à ce type de tâche, se chargera d'écrire le scénario après l'étude de plusieurs livres sur le sujet. Le rôle du personnage principal fut finalement attribué à Bob Geldof qui, même si aujourd'hui étant plus connu pour avoir organisé le Live Aid, était à l'époque leader d'un groupe de rock, les Boomtown Rats. La partie concert du film fut donc virée pour raison de bande peu utilisable et pour le fait que sans Waters dans le film, ça perdait tout son sens, bien que ce dernier eut vraiment du mal à accepter la modification. C'est à partir de ce moment-là qu'Alan Parker sera décidé comme seul réalisateur du film, et ce fut Peter Biziou, collaborateur d'Alan Parker et technicien sur certains films des Monty Python, qui fut décidé à la photographie. Maintenant que l'idée du film était complète et plus présentable, les trois purent commencer à tourner, et comment dire que l'ambiance
Elle aurait pu être meilleure. Du point de vue des 3 hommes, ce tournage fut un véritable calvaire. Alan Parker dirait que c'était l'expérience la plus misérable de sa carrière, Roger Waters trouvait ça désagréable, et Scarf, bon, connaissant le tempérament des deux loustiques, connaissant ce qui pouvait probablement se passer sur le plateau, il venait tous les matins avec une bouteille de whisky pour se fortifier mentalement. Donc bon, quand on est là, pas sûr que le film y se fasse. Globalement, les raisons sont multiples. Premièrement, les confrontations d'idées entre Waters et Parker, qui menaient bien souvent à des engueulades. Et connaissant le tempérament de Waters, il devait probablement y avoir des questions d'ego dans le lot. Les problèmes concernant Geldof qui, pour les besoins d'une scène, devait se trouver dans une piscine alors que ce dernier ne sait pas nager, ou le fait qu'il s'est accidentellement ouvert la main lors d'une scène de destruction d'hôtel, et évidemment les figurants. Pour les besoins d'une scène, le réalisateur avait besoin de beaucoup de figurants comportant le crâne rasé. Et où tu tapes quand tu cherches des gens au crâne rasé dans les années 90 ? Chez les skinheads. Plus de 200 skinheads participèrent au tournage du film, et là où se posait le problème pour Parker, c'est l'indiscipline de ces derniers, notamment durant les scènes de bagarre. Alors faut savoir que dans les films, les choses sont pas vraiment réelles, c'est-à-dire que les acteurs font les choses pour de faux, voilà, c'est le principe d'un film d'ailleurs, de faire des trucs pour de faux. Et bah pendant les scènes de bagarre, les skinheads n'avaient tout simplement pas compris ce principe, et se mettaient à se battre pour de vrai. Et en rajoutant à ça l'alcoolisme naissant de Scarf, le comportement de Waters et les sujets traités par le film qui sont pas très joyeux, on a vite fait une ambiance très flinguée. Mais voilà, après 8 mois de montage, le film put définitivement voir le jour, et même s'il sortit dans très peu de salles de cinéma, il fut un véritable succès. C'est après une première présentation au Festival de Cannes en mai 82, puis une première à Londres en juin de la même année, le film se propulsa à la 3e place du box-office en septembre, en dessous de Officer and Gentleman de Tyler Hackford et de E.T. de Steven Spielberg. Et pareil du côté de la critique, tous vont souligner la puissance de certaines scènes, la justesse du scénario, et tous globalement s'accorderont à dire que le film est parfaitement réussi. Le critique américain Roger Ebert dira de ce film l'une des comédies musicales les plus horribles de tous les temps, mais le film est efficace, ce qui en fait un vrai bon film. Et même les critiques les moins enthousiastes vont souligner la virtuosité des images et de la photographie du film. Le film aura donc 2 récompenses au BAFTA, celle du meilleur son et celle de la meilleure chanson originale pour Another Week in the Hall. Et bien que Roger Waters ne fut pas satisfait du résultat, le trouvant trop ennuyant pour l'idée qu'il avait en tête, force est de constater que le film eut un réel impact sur la culture cinématographique de son époque, à tel point que vous avez probablement déjà vu des références à ce film dans plusieurs séries comme Les Simpsons, South Park, etc. Et tout simplement, l'opinion populaire s'accorde à dire que le film est globalement incroyable. Maintenant qu'on a pu parler de l'aura de ce film, plongeons-nous directement dedans pour voir ce qu'il en vaut vraiment. Alors bon, je vais pas spécialement vous narrer les scènes du film premièrement parce que ça reviendrait à vous raconter l'album chanson par chanson et c'est pas ultra intéressant de faire ça. Du coup, je vais simplement vous raconter le plot du film, évidemment ça va spoiler. Donc, The Hall raconte l'histoire de Pink, qui est en gros une sorte de cliché de la rockstar décadente des années 70, qui alors en plein burn-out et traversant une période de sa vie assez sombre, va peu à peu tomber dans la folie jusqu'à totalement se renfermer sur lui-même. La première partie du film va essentiellement nous montrer son enfance, le manque causé par la mort de son père, ses différents traumas liés à ses relations tant scolaires que familiales, et la deuxième partie sur sa vie de rockstar, la relation avec son entourage, son pétage de câble et son refermement sur lui-même. Et la dernière partie, c'est en gros la partie du pétage de câble, c'est-à-dire celle où il va totalement expurger la haine et la violence qu'il a gardée au fond de lui, notamment en formant une putain de milice fasciste au sens premier du terme pour le coup. En devenant presque une sorte de leader à l'imagerie fortement nazie, pour au final son jugement, la dernière rétrospective intérieure qui lui permettra de sortir de son enfer et de briser le mur qui l'entourait, l'empêchant par la même occasion de vivre. Et avant tout, le premier point que je vais aborder, c'est d'abord le son, parce que tout simplement là-dessus le film est incroyable. Mais je parle pas du son en mode les musiques diffusées et tout, parce qu'on sait tous que les musiques de Pink Floyd sont incroyables. Je parle vraiment du son par rapport au mix, par rapport à la façon dont l'ambiance sonore est construite et par rapport à ces mêmes effets sonores. Le son est vraiment une grande composante de la réussite du film, et je vous conseille à tous de regarder ce film avec le meilleur matériel sonore si possible, parce que ça décuple vraiment l'expérience. Et ce mix donne un nouveau regard sur certaines chansons du groupe, car on a des chansons qui figurent pas sur l'album et des chansons qui bénéficient soit d'une réécriture, soit d'un mix nouveau ou d'une réinterprétation pour mieux intégrer l'ambiance des scènes du film. Ensuite, au niveau des visuels, le film peut être divisé en 2 parties, c'est-à-dire les parties animées et les parties en live action. Commencer avec les parties animées, là la maîtrise elle est totale. On a quelque chose d'assez dark et contemplatif, d'assez psychédélique, sans forcément que ce qu'on nous montre à l'écran soit dénué de sens. Justement, chaque élément qu'on peut voir lors de ces séquences a sa propre justification, chaque métamorphose, chaque action est justifiable à sa place et évidemment ça va dans le reste de la tonalité visuelle du film. Et c'est pas juste des trucs random, ça a vraiment du sens, c'est assez fluide, voire très tripant par moments. C'est bourré de symbolique, et même pour les scènes qui représentent des personnages concrets, il y a toujours ce truc qui fait réfléchir et qui donne des indications sur la nature du personnage ou de son rapport à l'histoire. C'est pas de la symbolique ultra intellectuelle, faut pas avoir fait Harvard pour comprendre le film, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir un minimum pour saisir certaines subtilités. Et pour les fans acharnés du groupe, beaucoup des dessins qu'on trouve dans les séquences animées sont des dessins qu'on peut retrouver dans la pochette de l'album, et qui vont tout évidemment dans la veine du travail de Gerald Scarfe. Donc là on a une paire de fesses, là on a une vieille dame et là on a ta p*** de daronne.
Des séquences brillantes et qui arrivent à capturer l'essence des thèmes et des chansons et qui seront marquées à leur manière l'esprit du spectateur et qui à aucun moment font tâche dans le récit. Les scènes live à l'image vont également comporter une symbolique forte à travers des plans qui, sans mentir, sont incroyables. Que ça soit de la colorimétrie ou la lumière, tout est vraiment pensé pour donner une harmonie visuelle au film. Il y a un gros travail de fait sur les décors et les effets spéciaux, c'est assez impressionnant sur certains plans, et surtout la mise en scène, elle sait où taper, elle sait quoi filmer et comment filmer. Et on ressent vraiment la violence de certaines scènes et leur impact dans le récit. Elle arrive à immerger complètement le spectateur dans les pensées du personnage principal et dans l'ambiance du film. Et comme les séquences animées, c'est psychédélique, très grossier, mais justement c'est pas le type de grossier qui va tout cracher de l'intérêt de la scène, c'est le type de grossier qui va amener à réfléchir sur la raison de son existence et de sa présence à l'écran. Certains plans sont mûrement réfléchis et bourrés de symbolisme, et même en virant tout ça et en se concentrant juste sur l'esthétique, bah c'est vraiment beau. Limite, certains plans pourraient être vraiment des tableaux, et je sais que j'ai déjà montré ce plan avec des militaires, mais il est juste magnifique. Et combiné à la musique du film, je pense que même en n'étant pas un giga fan du groupe, ça marque. Le film a une empreinte visuelle qui va dans le sens de l'album et de ce qu'il y a autour. Et au niveau des acteurs, bah, que ça soit les deux interprètes de Pink Enfant ou Bob Geldof, bah les trois s'en sortent vraiment vachement bien. Bon, à part le Pink Enfant plus jeune, mais bon voilà, vu son âge et la période, c'est pas celui qui a le plus de choses à montrer, même s'il arrive à faire ressentir l'abandon et la désorientation de Pink par le fait qu'il a pas vraiment de figure paternelle. Bob Geldof à son tour est assez marquant et livre là une performance de qualité, il arrive à retranscrire parfaitement la détresse et la perversité voulue par le personnage et l'éloignement par rapport à son entourage. Et même en étant une sorte de poker face pendant 50% du film, ce qui est une vraie prouesse d'acting. La séquence du pétage de plomb est d'ailleurs colossale et il arrive à jouer la folie et la violence qui vont s'emparer de lui de manière certes ultra cartoonesque, et là ça marche vu que c'est totalement dans la veine grossière du film. La transformation physique qu'il va vivre durant le film est terrifiante, et je pense honnêtement que la forme de son visage joue beaucoup là-dessus. Enfin, je veux dire, le mec ressemble littéralement à Monsieur Burns. Il arrive vraiment à être juste et excellent, même si malheureusement ça va être son unique rôle marquant au cinéma. Après, honnêtement, l'acteur qui m'a le plus marqué, c'est le second acteur de Pink Enfant. Il arrive parfaitement à recopier le regard vide et frustré de Geldof, la gestuelle, le ton, il arrive parfaitement à s'approprier ce côté blasé et la manière d'interagir avec le décor de Geldof. En gardant quand même sa marque, on sent que lui aussi est seul et désorienté, il arrive à faire ressentir l'impact de la guerre sur un enfant, la mélancolie et la tristesse que sa condition le pousse à aborder. Et vraiment, rien que le fait qu'il arrive autant, voire mieux, à jouer les émotions de Geldof que Geldof lui-même, je trouve ça absolument terrifiant. Il remplit beaucoup trop bien son rôle et arrive à être un meilleur visage au personnage que Bob Geldof lui-même. Il est vraiment impressionnant et pour le coup je suis pas second degré, c'est littéralement Pink, c'est l'enfant que Roger Waters imaginait quand il a écrit l'album, et c'est l'enfant que moi-même j'imaginais quand je l'écoutais. Les autres acteurs aussi s'en sortent pas mal. Mention spéciale pour le professeur qui arrive également à être un personnage marquant de par son accoutrement physique de une et de par son acting, encore une fois, très cartoonesque de deux. Et pour les figurants, bah c'est vrai que les skinheads c'est pas mal débile, mais en vrai ça marche bien. Également les thématiques abordées par le film sont de manière très juste, c'est jamais trop forcé, on peut y compter donc la solitude, l'impact de la guerre, la dépression et la schizophrénie. C'est des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les albums de Pink Floyd, et donc à l'image du film c'est montré très cash et grossièrement, mais ça marche étant donné que le film l'est tout autant, et surtout à aucun moment c'est réellement maladroit. Les évocations planent durant tout le film mais interviennent et se montrent au bon moment, et sont portés par des acteurs qui encore une fois sont incroyables. On pourrait peut-être reprocher au film un rythme un peu bâtard sur le début et la fin, et même si c'est dans le ton du film, c'est vrai que le côté un peu grossier et très vulgaire du film, ça peut rebuter quand t'es pas forcément dans le délire du groupe. Mais à part ça, clairement, c'est un film maîtrisé de bout en bout, c'est un film fort, puissant, envoûtant, dur graphiquement par moments, mais assez juste au final. Et certes, c'est pas le genre de film qu'on regarde posé un samedi soir dans son canapé, mais ça vaut vachement le détour. C'est un film très différent, ça peut repousser et ça peut dégoûter. Mais en bref, c'est un film qui tue sa race, et en le regardant, on comprend rapidement pourquoi il a été autant acclamé. Donc du coup je vous ai bien vendu le film comme il faut, mais il faut savoir qu'il est ni dispo sur Netflix ni sur Amazon Prime. Donc bon, généralement dans ce genre de cas on connaît les techniques pour regarder les films. Du coup après vérification le film il est quand même disponible sur YouTube, je sais pas par quelle sorcellerie, je vous mettrai le lien en description et voilà. Mais vraiment ma recommandation pour celui-là c'est d'avoir un matériel sonore qui claque parce que ça démultiplie l'immersion en fait, c'est un délire. En bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo elle vous aura tout simplement plu et j'espère vous revoir très bientôt. Salut!